si j'ai mon portable, c'est parce que j'ai un chronomètre dessus qui m'a dit que je ne dois pas dépasser le temps imparti, qui est de 1 quart d'heure. Donc c'est, comme disait Maître Trémollet, c'est largement suffisant pour endormir les gens. J'espère que ce ne sera pas le cas. En tout cas, je suis fier d'être à côté de mon confrère et ami Jérôme Triomphe, et aussi de Maître Trémollet de Villers, qui fut mon maître de stage il y a plus de 20 ans. Et si je dis ça, c'est que en 1996, j'ai assisté aux premières plaidoiries, non pas aux premières plaidoiries de Maître Trémollet, mais les premières plaidoiries, qui plaidaient dans la 11e de la Cour, aujourd'hui Paul II, chambre 7, déjà pour les dossiers de la griffe, et si je me souviens bien, des dossiers, on voyait le pape avec Jean-Paul II, avec la tête décapitée dans Charlie Hebdo, évidemment c'était de l'humour, et déjà, malgré le talent incontestable de Maître Trémollet, et après lui celui de Maître Triomphe, malgré l'évidence des provocations à la haine contre les chrétiens, et bien systématiquement, la plupart du temps, les juridictions judiciaires, qui étaient toujours promptes en sens inverse à condamner l'islamophobie, et bien rendaient systématiquement des décisions de relax, au motif que, somme toute, c'était de l'anticléricalisme, c'était de la liberté d'expression, c'était l'esprit charité. Et 20 ans après, on peut dire que les choses n'ont malheureusement pas changé. La jurisprudence n'a pas évolué. Alors il y a eu certes 35 victoires judiciaires de la griffe, et c'est déjà suffisamment important pour le dire, et ces 35 décisions judiciaires constituent des éléments du droit français, des éléments de jurisprudence, et qui sont des victoires. Il faut aussi saluer ce que j'appelle le verre à moitié plein. Je ne voudrais pas que les gens, je ne voudrais pas désespérer Billancourt, comme on dit, et je ne voudrais pas que vous repartiez ici de cette réunion avec l'idée que finalement tout est perdu, on ne peut rien faire devant les tribunaux. Il est certain que j'ai évalué à peu près 20% les victoires que l'on peut obtenir devant les juridictions dans des dossiers politiques de ce genre. C'est-à-dire qu'il existe quand même un petit espace de liberté où, en fonction du nombre de magistrats, la juridiction saisie, du moment donné, on peut arriver quand même à obtenir des victoires judiciaires. Mais c'est un fait tout de même qu'il faut constater, c'est que globalement, il y a, et je pense que mon frère Triomphe vous l'expliquera à travers les jurisprudences L'Oréal et Agon, l'incroyable de poids, de mesure des juridictions françaises, selon qu'on est en présence d'un racisme anti-chrétien, anti-français, ou un racisme prétendument islamophobe ou homophobe. Alors, c'est important aussi de préciser qu'à mon sens, il n'y a pas un gigantesque complot de quelques personnes qui se réuniraient en tablier dans une salle obscure et décideraient de manipuler tous les magistrats. Je pense que le monde de la justice est plus subtil et plus complexe que cela, et que d'une part, il faut constater que tout au long de l'histoire, les procès politiques ont toujours, et ce quels que soient les gouvernements, qu'ils soient républicains ou royalistes, un procès politique, par définition, c'est un procès où le magistrat est soumis à une pression directe ou indirecte. Les magistrats sont des hommes qui sont soumis, en quelque sorte, à l'ère du temps. Et ils sont, la plupart, issus de l'École nationale de la magistrature, et à l'image de nos élites. Ils sont, comme on dit, le poisson pourri par la tête, ils sont à l'image de nos élites. Par conséquent, il n'y a pas de complot, mais il y a des hommes et des femmes, avec leurs limites, qui respirent en quelque sorte l'ère du temps. Et cette ère du temps, c'est effectivement, cette nouvelle religion qui s'appelle l'antiracisme. Alors je citerai Chesterton qui disait quelque chose de très juste. Chasser le surnaturel, il n'y reste plus que ce qui n'est pas naturel. Autrement dit, lorsque on chasse la référence à la loi naturelle, à la transcendance, à Dieu, à tout ce qui est supérieur, tout finit par être en quelque sorte anarchique, désordonné et livré en quelque sorte à la passion des hommes avec leurs limites, et particulièrement avec ces lois dites antiracistes. Il n'empêche qu'on a beau chasser la loi naturelle, on a beau chasser la transcendance et le bon sens, néanmoins, ce dispositif religieux, il est tellement inscrit dans le cœur de l'homme qu'il survit en quelque sorte dans ces lois antiracistes. On a beau chasser Dieu, les nouvelles lois, c'est la tolérance, c'est la diversité, c'est le prétendu vivre ensemble qu'on prétend nous imposer par la force.
ce sont des nouvelles notions qui prennent une dimension en quelque sorte théologique avec ces clercs, avec ces inquisiteurs et ces nouveaux bûchers. Donc il y a quelque chose de paradoxal, c'est que finalement nous sommes en présence de gens excessivement moralisateurs. Et vous voyez tous ces gens qui se réclament du Charlie Hebdo, à quel point ils sont donneurs de leçons. J'ai une petite anecdote pour vous donner cet exemple. J'ai un cousin breton de gauche, Bretagne c'est quand même très à gauche, qui n'est pas venu à mon mariage. Il m'a écrit une lettre pour expliquer pourquoi il n'est pas à mon mariage, parce qu'il était Charlie, il était l'esprit du 11 janvier, par conséquent l'esprit de Charlie Hebdo du 11 janvier, il était partisan du dieu du mariage pour tous, du dieu de la tolérance et de la liberté, et en vertu de quoi, au nom de ses principes, eh bien il a décidé de boycotter mon mariage. Alors ça nous a fait économiser 100 €, c'était un peu dommage, mais le plus terrible, si vous voulez, dans toute cette histoire, c'est qu'il était profondément sincère. Et que nous avons certes des adversaires de mauvaise foi, et nous avons aussi des adversaires, ou même des gens qui sont lâches. Il nous est arrivé de plaider dans des tribunaux. Un jour, je plaidais à Lyon, dont un magistrat me dit « Ah, il va à la paroisse Strati du coin ». Je me dis « Chouette, on a gagné le dossier. » Véridique, hein, Jérôme. Non seulement on a perdu, mais on s'est pris un article 700 en pleine figure avec... donc vous avez aussi des gens qui n'ont pas le courage, qui ont en quelque sorte tous les paramètres intellectuels, idéologiques, juridiques pour une décision juste. Donc on sorte aussi, et ça c'est un vrai paramètre quand même, le déclin du courage, c'est ce que disait Solzhenitsyn dans le déclin de l'Occident. L'un des éléments les plus caractéristiques du déclin de l'Occident, c'est quand même le déclin du courage. Donc ça, ce sont des éléments, j'allais dire, des facteurs humains qui sont importants de rappeler pour comprendre en quelque sorte ce deux poids, deux mesures. Mais il y a aussi, je pense, et là il faut quand même aller, je regarde combien de temps il me reste, pour aller un peu en amont, c'est que ces lois, elles ont une genèse, la loi Pleven c'est une loi de 1972, elles ont toutes été d'ailleurs, pour la plupart d'entre elles, votées sous des gouvernements de droite. La loi de 2004 prétendument anti-homophobe, elle a été votée sous une majorité où les 3/4 des députés étaient des députés de l'UMP, à 5 exceptions près. Mais ces lois, elles portent en elles le germe de ce nouveau totalitarisme de la pensée. Autrement dit, les magistrats sont malgré tout, en quelque sorte, livrés à une espèce d'interprétation éminemment subjective et qui, en matière de liberté d'expression, pose un réel problème parce que, vous voyez, je ne vais pas faire du juridisme absolu, mais lorsque vous franchissez un feu rouge, vous savez que vous allez commettre une infraction. Si vous volez le stylo de votre voisin, vous savez que vous commettez une infraction. Mais en matière de liberté d'expression, comment mesurer finalement quelle est la ligne jaune? Comment, lorsque vous faites un tweet ou vous écrivez un commentaire ou même un article sur des sujets sensibles, sur l'islam ou sur l'immigration, que vous n'allez pas vous retrouver devant un tribunal? Alors peut-être qu'effectivement vous obtiendrez gain de cause au final, mais vous aurez dépensé des frais d'avocat, vous aurez été mis en examen dans un bureau d'un juge d'instruction, vous aurez subi une énorme pression judiciaire, et pour quelqu'un qui n'est pas habitué à la justice, eh bien, c'est quelque chose de terriblement intimidant et anxiogène. Donc on voit bien que ces lois, en elles-mêmes, sont intrinsèquement perverses. Alors bien entendu, je salue le travail de la griffe, qui a été en quelque sorte un travail subversif. Le rôle de la griffe, c'est le rôle du judo, de l'aïkido, qui consiste en quelque sorte à utiliser les armes de l'adversaire, qui sont des armes mauvaises, pour essayer de les retourner contre lui. Mais même là, j'allais dire que cela ne suffit pas toujours, et ça n'est pas ni le talent de Maître Trémollet, ni le talent de Maître Triomphe qui font défaut lorsque le bon sens, l'excellence de la plaidoirie sont au rendez-vous lors de ces débats judiciaires, mais c'est véritablement des lois qui sont intrinsèquement perverses, des lois scélérates. Comme disait Trotsky, c'est la seule référence ennemie que je ferai lors de ce discours, mais que je cite souvent: celui qui s'incline devant des règles établies par l'ennemi ne vaincra jamais. Et ces règles, elles sont intrinsèquement mauvaises. Autrement dit, on combat quand même sur un ring, mais avec les bras liés. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour obtenir gain de cause. Mais néanmoins, malgré cette inéquité, eh bien, il y a ici ou là, de temps en temps, des victoires judiciaires qu'il convient quand même de saluer. Alors, j'en aurai bientôt terminé, mais je parlerai aussi de la loi de 2004 sur l'homophobie, parce que l'antiracisme, c'est une religion. Donc, c'est quoi au fond? C'est la religion de l'indifférenciation.
où d'ailleurs on ne s'embarrasse pas de paradoxe, puisque d'un côté on prétend qu'il n'y a pas de race, mais de l'autre on prétend lutter contre le racisme, on prétend lutter contre le sexisme, mais dans un même temps on dit que bien, finalement c'est la théorie du genre, il n'y a plus de sexe, il n'y a que des sexes culturels conditionnés par un climat, que sais-je, patriarcal, ancestral. Donc on ne s'embarrasse pas de contradictions, mais en réalité c'est bien ça, c'est s'attaquer à la racine de l'humanité. Finalement, à travers toutes ces lois, cette dictature de l'indifférenciation, parce qu'on veut des individus, ni hommes, ni femmes, ni blancs, ni noirs, sans origine. C'est ça la finalité de cette prétendue idéologie antiraciste, parce qu'il est évident que le contraire de l'antiracisme, ce n'est pas le racisme. Ni Maître Trémollet, ni Maître Triomphe, qui sont ici présents, ni Bernard Anthony, nous professons un quelconque racisme. La Griffe, je pense que ce n'est pas un secret, est une association qui assume l'héritage chrétien. Par définition, toute personne est sacrée. Donc il est bien évident que le pendant inverse de cette idéologie n'est pas le racisme, c'est la croyance que toute personne est sacrée, quelle que soit son origine. Mais nous voyons bien qu'à travers, qui fait l'ange fait la bête, et qu'à travers cette véritable subversion des mots, il y a une arme de destruction massive, une arme de culpabilisation qui consiste à discréditer l'adversaire pour le délégitimer de manière définitive. Alors, j'aurais bientôt terminé, mais il me semble qu'effectivement, à un moment donné, le combat dans les prétoires ne suffit pas. Et il faut, en quelque sorte, quitter les prétoires pour rejoindre le combat politique et médiatique, parce que, eh bien, à un moment donné, on voit bien que, malgré tout le travail qu'on peut fournir, malgré l'évidence des règles juridiques, parce qu'il peut nous arriver de plaider une semaine, alors que la semaine précédente, la 17e chambre correctionnelle rend une décision de justice qui dit blanc, et qui, dans le dossier qu'on va plaider une semaine après, va dire exactement le contraire. Et Jérôme Triomphe pourra vous donner des exemples tout à l'heure. Donc, quand on assiste à un tel exercice d'acrobatie juridique de la part d'un magistrat, c'est vrai qu'on est révolté. On a beau être avocat et appelé par notre déontologie à une certaine dignité, une certaine mesure de nous-mêmes. Nous sommes aussi des hommes et nous sommes aussi révoltés. Et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il y a aussi un combat politique à mener à l'extérieur, il y a un combat médiatique. Et je pense, ce n'est pas une critique, mais quand on est confronté à des décisions aussi ahurissantes que la jurisprudence de Jean-Paul Agon, de Anne Auvergeon, qui se vante dans son entreprise de faire de la discrimination positive, qui dit chez nous on ne va pas recruter de grands mâles blancs, imaginez en sens inverse un chef d'entreprise qui dit ici on recrute que des grands ariens blancs. Enfin, ça serait tout de suite, la personne serait clouée au pilori et condamnée à 15 000 € d'amende. Donc on n'imagine pas évidemment l'inverse. Mais une décision de ce genre, qui est un véritable scandale, qui a été rendu en 2008, aujourd'hui je pense qu'il y a quand même un élément nouveau par rapport à l'époque où j'entendais Jacques Trémollet plaider pour la première fois, c'est l'apparition d'Internet, alors qui est porteur du meilleur comme du pire, mais qui est l'apparition des médias alternatifs est quand même une arme de résistance importante et capitale. Et il me semble que face à des décisions comme ça, eh bien c'est aussi votre rôle, à vous citoyens, d'être en quelque sorte les relais de ces scandales judiciaires, les relais de ces décisions. Et on voit bien malgré tout, avec les élections de Trump, où on a vu que c'est la victoire des réseaux sociaux alternatifs, alors que 95% des médias officiels annonçaient la victoire d'Hillary Clinton et menaient campagne pour elle tambour battant, eh bien on a vu une inversion des choses. Ça veut dire, mes amis, qu'il ne faut pas désespérer, qu'il y a quand même une résistance de plus en plus importante avec ces réseaux sociaux qui sont porteurs du meilleur comme du pire, hein, qui permet à chacun de cultiver un certain narcissisme et puis une réduction de la pensée. Donc il y a beaucoup de choses aussi à dire en sens inverse, mais néanmoins c'était un élément totalement imprévu à l'époque, au tout début des combats à la griffe, et qui constitue une arme de résistance massive et qui répond à l'arme de destruction massive. Alors bien entendu, le système cherche à museler absolument ces réseaux sociaux, et je suis l'avocat par ailleurs d'une association qui s'appelle Riposte Laïque. Alors c'est pas forcément la même paroisse, Bernard Anthony, mais il mène néanmoins un combat courageux contre l'islamisation, et je peux vous dire qu'ils sont victimes d'une incroyable persécution judiciaire par les services de police. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire taire. On veut faire taire les donneurs d'alerte. Et on voit bien que le système, eh bien, quand on voit l'affaire Pigman, l'affaire de Sébastien Chamaillon, à quel point les forces de police se sont concentrées pour arrêter ce général 4 étoiles, on voit bien qu'il y a une crainte de ne plus tout contrôler. Alors le système arrive à tout contrôler, comme disait Maurras, hein. La République gouverne mal mais se défend bien. Nous voyons bien que aussi les services de surveillance
de contrôle sont énormes. Mais nous assistons néanmoins, me semble-t-il, à une résistance des peuples dans toute l'Europe, en Hongrie, en Pologne, en Autriche et puis aux États-Unis. Et il me semble que tous ces signes de résistance doivent être pour nous des sources d'espérance. Alors, l'avocat qui parle vous dit aujourd'hui, ne soyez pas des simples spectateurs, vous êtes aussi nos relais. Nous sommes peut-être l'avant-garde du combat des libertés parce que par la robe que nous portons, en quelque sorte, eh bien oui, nous portons cette parole dans les prétoires avec une immunité qui est quand même importante, mais nous avons besoin de vous tous. Et je terminerai en citant Goethe, la liberté, ce n'est pas un droit acquis, mais c'est quelque chose que l'on doit conquérir aujourd'hui, plus que jamais. Et que disait Goethe? Eh bien, seul est digne de la paix et de la liberté celui qui part chaque jour pour elle au combat. Alors mes amis, nous comptons sur vous tous pour défendre nos libertés et l'avenir de notre pays. Je vous remercie.